S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de donner la parole à Madame Duby-Muller pour la proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation qu'elle va rapporter. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La présente proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter vise à mettre en place un régime de déclaration de domicile en mairie des habitants installés sur le territoire de la commune. En modernisant notre mode de détermination de la domiciliation des personnes, ce nouveau régime permettra de constituer des registres de population communale permettant d'améliorer le service rendu à la population, de mieux planifier la mise en place des services publics et de rendre plus juste l'attribution des dotations de l'État. La culture juridique française, donnée à la protection de la vie privée, mais aussi les enseignements de l'histoire, ont fait que notre pays a toujours regardé avec circonspection tout fichage général de la population. En ne prévoyant que des registres communaux, le présent texte prend en compte cette histoire, mais aussi la demande de simplification des démarches dans une société connectée. Avant d'être l'occasion de constituer un fichier de la population établi sur le territoire d'une commune, la déclaration de domiciliation constituerait un progrès dans la simplification des démarches administratives de nos citoyens. Si une telle déclaration apparaît comme une nouveauté, il ne faut pas en exagérer la portée. Je rappelle que chez la plupart de nos voisins européens, à l'exception du Royaume-Uni, la déclaration domiciliaire constitue une obligation, généralement assortie de sanctions, résultant de l'obligation faite aux communes de presque tous les pays européens de tenir le registre de leurs habitants. En outre, l'inscription au registre de la population détermine de nombreux droits et obligations, tels que le droit de vote ou la perception de prestations sociales, de sorte que les sanctions expresses peuvent être considérées comme superflues. Si l'inscription domiciliaire et la constitution de fichiers de population ne font actuellement pas partie du droit positif, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit local issu de la période d'annexion par l'Empire allemand prévoit toujours une obligation de déclaration domiciliaire, tombée cependant en désuétude de façon partielle du fait de l'absence de régime de sanctions. En outre, certaines catégories de personnes sont d'ores et déjà contraintes par la loi d'effectuer une déclaration de domiciliation. Une telle obligation pesait jusqu'en 2006 sur les étrangers. Le décret du 31 décembre 1947 imposait à tout étranger à déclarer son changement de résidence au commissariat de police ou, à défaut, en mairie dans les 8 jours de son arrivée. Ce régime a été aboli en 2006 avec l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'inscription sur un registre communal est encore aujourd'hui imposée aux gens du voyage par l'article 7 de la loi numéro 69-3 du 3 janvier 1969. Et saisi dans le cadre d'une QPC, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé le 5 octobre 2012 que cette obligation est destinée à remédier à l'impossibilité pour ces personnes de satisfaire aux conditions requises pour jouir de certains droits ou de remplir certains devoirs, et ainsi qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée. Enfin, le second alinéa de l'article 102 du Code civil impose une obligation similaire aux bateliers et autres personnes aux autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure qui est immatriculé en France. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi ne prévoit pas de sanctions et ne remet pas en cause la liberté d'aller et venir des citoyens. L'accomplissement d'une formalité nécessaire à un objectif d'intérêt général ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir. Il ne s'agit pas de délivrer une autorisation de changement de domicile. En outre, le Conseil constitutionnel, dégageant la liberté d'aller et venir comme une liberté constitutionnelle, considère qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde des faits d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle, comme le maintien de l'ordre public, et d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir. Ainsi, les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, comme la liberté d'aller et venir, doivent être justifiées par un intérêt général. Ainsi, si l'on estimait que l'obligation d'inscription sur le registre communal de domiciliation portait atteinte à une liberté publique, cette contrainte limitée par l'absence de sanctions resterait justifiée par la poursuite d'objectifs d'intérêt général. Si l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit une obligation de déclarer tout établissement ou transfert de domicile auprès des services municipaux, il ne prévoit ni régime de sanctions en cas d'absence d'exécution de cette formalité, ni délai pour effectuer cette déclaration.
L'absence de déclaration empêcherait simplement de bénéficier de certains services fournis au public, nécessitant de prouver sa domiciliation. Cependant, il est important de préciser les finalités et objectifs d'intérêt général d'un registre domiciliaire. Examinant le 13 mars dernier le projet de création d'un registre national de crédit aux particuliers, le Conseil a ainsi relevé que le registre ne présentait pas les garanties nécessaires et que l'atteinte au droit au respect de la vie privée ne pouvait pas être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi par le législateur. Au regard de ce cadre, l'article 1er de la présente proposition de loi apporte plusieurs garanties. Il ne prévoit pas la création d'un fichier national unique, regroupant les informations nominatives de l'ensemble de la population, mais 36 767 fichiers communaux n'ayant pas à être interconnectés par des liens forts. La gestion des registres, le droit d'accès et de rectification des personnes devront s'effectuer dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'accès aux données nominatives sera limité aux agents chargés de la mise à jour du fichier et la diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles de peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code pénal, soit 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Un amendement présenté tout à l'heure aura pour objectif de définir précisément et limitativement les finalités pour lesquelles ces données pourront être utilisées, afin de garantir que ce registre ne serve qu'à des objectifs d'intérêt général, comme la planification des investissements, l'organisation des services rendus aux citoyens, la détermination de la population légale des communes, la répartition des dotations de l'État. Enfin, la présente proposition de loi s'inscrit dans une démarche de simplification des formalités devant être effectuées par nos concitoyens. Le régime de preuve de domiciliation n'est plus adapté à la demande des citoyens dans une société de l'information. Attester de son domicile apparaît de plus en plus compliqué pour nos concitoyens dans une période où la population est de plus en plus mobile. Je rappelle que 11% des Français déménagent chaque année. Depuis plusieurs années, des mécanismes ont été mis en place pour faciliter les démarches de nos concitoyens, comme le service public du changement d'adresse ou le projet Dites-le-nous une fois, plutôt destiné aux entreprises. Le décret du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, qui fait de la déclaration de domiciliation la règle, sauf pour les procédures les plus sensibles. Cependant, j'ai constaté que ces dispositions rendent parfois malaisée la fourniture d'une preuve de domiciliation. Les traditionnelles factures d'eau, d'électricité ou de téléphone sont de plus en plus souvent dématérialisées par les opérateurs et ne sont pas disponibles lors de l'emménagement. De plus, elles ne comportent que le nom du titulaire de l'abonnement et non ceux des autres membres du foyer. Aussi, dans la majorité des cas, la domiciliation des usagers repose avant tout sur une déclaration plutôt que sur la fourniture d'une preuve, comme prévu dans les articles 104 et 105 du Code civil. Seule la confiance dans la bonne foi de personnes permet de prendre en compte leur nouvelle adresse de manière pratique. Aussi, l'article 1er de la présente proposition de loi propose-t-il de modifier les règles de preuve de domiciliation prévues par l'article 104 du Code civil, en disposant que l'accomplissement de la déclaration de domiciliation donne lieu à la remise d'un récépissé par les services municipaux. Ce récépissé de déclaration de domicile constituerait à l'avenir l'unique justification de domicile à produire pour l'accomplissement de toute formalité administrative. Ainsi, afin de simplifier la preuve de domiciliation de nos concitoyens, l'inscription sur le registre de domiciliation de la commune ou de l'arrondissement serait désormais la seule formalité essentielle pour effectuer les démarches administratives nécessitant de justifier son domicile. L'article 2 de la proposition de loi prévoit que les personnes ayant établi leur domicile avant l'entrée en vigueur du présent texte, fixé au 1er janvier 2015 par l'article 6, disposeraient d'un délai de 3 ans pour procéder à la déclaration de domiciliation auprès des services municipaux. La déclaration en mairie serait également un moyen de relancer l'inscription et la participation aux élections, alors que dans certains quartiers, la malinscription concerne 28% des personnes qui ne sont pas en état de voter du fait d'un déménagement, de l'absence d'inscription d'office, etc. L'inscription unique sur le registre de domiciliation pourrait ainsi être mutualisée avec l'inscription sur d'autres fichiers détenus par les services communaux, et notamment les fichiers électoraux, sans pour autant nécessiter de fusionner ces différents fichiers.
Mais dans un second temps, il convient de prendre en compte que le registre de domiciliation serait également une avancée pour la gestion des collectivités territoriales. Si la mise en place d'une déclaration de domicile pourrait ainsi simplifier la vie de nos concitoyens, elle permettrait aussi d'améliorer les modalités de financement et de gestion des communes et des services communaux, en donnant une vision plus exacte de la population qui est établie sur un territoire communal. La connaissance de la population est un enjeu majeur pour les autorités communales et aujourd'hui un objectif du recensement de la population. Si en application de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les modalités de recensement et de détermination de la population légale par l'INSEE ont évolué et ne reposent plus uniquement sur le recensement, les résultats obtenus par ces méthodes de calcul font l'objet de critiques récurrentes. Certaines communes contestent en effet les chiffres de population légale, tels qu'établis par les enquêtes de l'INSEE. Par exemple, le maire communiste de Grigny, M. Philippe Rio, dénonce une sous-estimation de 17% de sa population dans le recensement de ses habitants, à l'origine d'importantes pertes de dotation publique. L'INSEE prend en compte ces critiques et réalise parfois des enquêtes complémentaires. En outre, des réflexions sont en cours sur l'utilisation de données provenant de fichiers détenus par d'autres administrations, en l'occurrence des fichiers fiscaux ou du répertoire national commun de la protection sociale, permettant d'affiner les résultats tirés d'une enquête de terrain. Aussi, l'article 1er de la proposition de loi prévoit de réécrire l'article 105 du Code civil afin de prévoir les modalités de tenue par les services communaux d'un registre recensant les personnes ayant déclaré établir leur domicile sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement. Ces chiffres permettraient aux collectivités territoriales de mieux planifier les équipements et services nécessaires aux citoyens. Les communes doivent en effet réaliser des investissements nécessitant de pouvoir planifier à moyen terme l'importance et la répartition de la population qui va devoir bénéficier de ces services publics. Mais les chiffres tirés de ce registre permettraient aussi une répartition plus juste des dotations de l'État. La population DGF est prise en compte avec un décalage pouvant atteindre 3 ans. Selon les chiffres qui m'ont été communiqués notamment par la Direction générale des collectivités locales, sur un montant global de 40 milliards d'euros de DGF, 12,5 milliards correspondent aux dotations de base des communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements, attribuées selon le seul critère de population. À cela s'ajoutent 6,9 milliards de dotations pour lesquelles la population est un critère d'attribution parmi d'autres. Enfin, la population intervient dans le calcul du potentiel financier qui permet de bénéficier de certains versements. Si les résidents secondaires sont pris en compte dans l'attribution de la DGF, cela ne l'est que d'une manière minorée, pour un habitant supplémentaire par foyer. Cette minoration n'est d'ailleurs pas sans conséquence dans certaines zones frontalières où les facilités de transport permettent à des personnes travaillant à l'étranger de déclarer leur résidence en France comme secondaire, alors même qu'ils l'occupent à l'année, par crainte de perdre le bénéfice des régimes sociaux et fiscaux dont ils bénéficient en étant officiellement résidents de l'autre côté de la frontière. De la même manière, ces personnes ne sont pas prises en compte dans l'attribution des fonds frontaliers pour lesquels le canton de Genève rétrocède aux départements et communes de l'Ain et de la Haute-Savoie 3,5% de la masse salariale taxée à la source, alors que dans les faits, ces faux résidents secondaires doivent bénéficier des services municipaux, occasionnant autant de charges pour les communes. C'est pourquoi l'article 4 de la présente proposition de loi prévoit qu'à compter de l'attribution des dotations pour l'année 2018, les chiffres déduits du registre des personnes domiciliées servant de base à la détermination de la population légale de chaque commune en lieu et place de la population majorée DGF. En conclusion, la présente proposition de loi n'a pas vocation à mettre en place un fichier national et universel de la population. Elle vise avant tout à fournir une réponse concrète à 2 besoins clairement identifiés. D'abord, du point de vue des usagers, il est nécessaire aujourd'hui de simplifier les démarches liées à un changement de domicile. Les principes fixés en 1803 par le Code civil ne sont plus adaptés à une société connectée où 11% de la population déménage chaque année et doit bénéficier, dès son installation, de services fournis par les communes, sans avoir à multiplier les démarches administratives et les contrôles des pièces justificatives peu probantes. Dans le même temps, la programmation et la planification des équipements et des services à rendre à la population, comme la juste répartition des dotations de l'État, exigent que l'on réfléchisse au mode de détermination de la population légale
basés sur des recensements et des enquêtes partielles, actuellement utilisées comme référence pour déterminer les besoins et les financements dont peut bénéficier une commune. Cette proposition rejoint également les préoccupations de nombreux collègues sénateurs siégeant au sein de tous les groupes du Sénat. Il ne fait pas de doute qu'ils s'en empareront pour encore améliorer ce texte au cours de la navette parlementaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Vous avez effectivement soulevé un certain nombre de questions qui se posent. Oui, l'article 104 du Code civil n'est pas appliqué et on le constate dans toutes nos villes et communes. Il y a un vrai renouvellement de population. Alors les 11% évoqués sont très variables. Parfois ça bouge beaucoup plus, parfois un petit peu moins. Mais chacun d'entre nous, pour ceux qui sont élus municipaux, a pu le constater, même dans des plus petites localités, que parfois il y avait difficulté à connaître un certain nombre d'habitants des communes qui ne se manifestaient pas dans les services publics, qui n'avaient pas d'enfants, qui ne venaient pas à la mairie. Et donc, on avait du mal à connaître cette population. On le voit aussi avec les listes électorales, un certain nombre de personnes qui ne sont pas rayées, qui nécessiteraient d'être rayées, qui n'ont pas fait leur réinscription ailleurs. Et on peut avoir un an ou deux, un petit peu, parfois, de flottement. Et bien évidemment, tout cela fausse les chiffres de la participation. On a besoin aussi, sans aucun doute, d'une connaissance plus fine de la population, vous l'avez souligné, pour mieux apprécier les besoins en services publics, les créations éventuellement de crèches, les ouvertures de classes. C'est aussi un intérêt pour les dotations. Et puis je crois, et je l'avais souligné dans un rapport de la mandature précédente sur le bilan des nouvelles méthodes de recensement, puisqu'il n'y a plus de recensement général de population classique, mais par sondage pour les villes de plus de 10 000 habitants, tous les 5 ans malgré tout pour les communes de moins de 5 000, et des ajustements que j'avais soulignés. Et il y aurait sans aucun doute, par le biais de votre proposition, la possibilité d'améliorer grandement justement un certain nombre de difficultés encore soulevées aujourd'hui par cette nouvelle méthode de recensement. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je voulais quand même souligner la crainte, et là je parle en tant qu'ancien commissaire à la CNIL, mais peut-être Laurence Dumont, qui siège aussi désormais, aura des éléments à préciser, souligner la crainte d'un grand fichier national des individus, un espèce de Big Brother qui pourrait regrouper les uns et les autres. Et je voulais attirer l'attention sur un certain nombre de préventions de cette autorité administrative indépendante. Il y a besoin de beaucoup de finesse pour sans doute pouvoir affiner les différents éléments. On l'a vu à l'occasion d'autres fichiers. Et donc, je voulais me permettre d'attirer votre attention sur la difficulté qu'il pourrait y avoir dans l'application. Voilà, autrement dit, moi je regarde avec beaucoup de bienveillance cette proposition. J'y suis tout à fait favorable, mais il faudra veiller, et ça sera la partie réglementaire, puisque j'ai bien vu que c'est un décret en Conseil d'État qui aura à préciser les choses. Il faudra être vigilant, et je regarderai avec circonspection ce décret d'application, et l'idéal serait de pouvoir avoir quelques éléments d'ici là. Merci beaucoup, Marianne Chapdelaine. Mes chers collègues, la proposition de loi présentée par Madame Duby-Muller visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation dans les communes pose un certain problème. Ainsi, la création d'un fichier communal partagé ou d'un fichier communal interconnecté pose certaines questions d'ordre juridique d'une part, d'ordre technique de l'autre. Au niveau juridique, rappelons-le au préalable que la constitution de tout fichier doit avoir une finalité précise. C'est d'après la loi informatique et liberté. Un fichier ne saurait être utilisé à divers effets. La variété des usages possibles de ces registres, tout comme celle des destinataires, prestataires, groupements de communes entre autres, ne garantissant en effet ni la confidentialité des données, ni leur sécurité. Bien que l'amendement qui va nous être proposé pour l'article 1er en décrive certains usages et certains traitements potentiels, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de finalité déterminée et explicite, cela s'opposant à l'esprit et à la lettre de l'article 6 de la loi informatique et liberté.
Ainsi, selon le choix d'organisation de traitement et d'utilisation de cette base de données, les obligations et les contraintes sont différentes au regard de la loi informatique et liberté. Soit il s'agit de fichiers locaux dont les données sont échangeables entre communes, auquel cas il convient de préciser les destinataires explicitement désignés pour en obtenir régulièrement communication, ainsi que les tiers autorisés ayant qualité pour les recevoir de façon ponctuelle et motivée. Soit il s'agit de fichiers locaux interconnectés dans une base nationale, ce qui suppose un système d'information commun aux communes, ce qui suppose également la gestion et la mise en place des systèmes et logiciels et des formations d'utilisateurs autorisés à accéder à ces données. Dans les deux cas, ces considérations nous amènent à conclure que la mise en place d'une déclaration de domiciliation et la constitution de fichiers auront nécessairement un coût important, notamment en termes d'ETP dans les mairies. Tout cela pour accomplir sans garantie significative d'une amélioration des performances statistiques les missions dévolues à l'INSEE. De plus, et c'est très important, l'obligation proposée par la présente proposition de loi prétend ne pas prévoir de sanctions. Ceci est d'ailleurs rappelé, mais le récépissé sera indispensable pour le raccordement aux différents réseaux. L'inscription sur les listes électorales, l'inscription des enfants à la crèche ou l'école, les activités périscolaires ou culturelles. Il y a donc ici une sanction qui ne dit pas son nom par la privation d'accès à des biens et services d'intérêt généraux. Si tel n'était pas le cas, la déclaration de domiciliation resterait facultative, rendant inutile cette proposition de loi. Donc, mes chers collègues, si l'esprit de cette proposition de loi peut répondre à des difficultés spécifiques, je pense notamment aux difficultés rencontrées par les communes des régions frontalières avec les faux résidents, il semble cependant disproportionné par rapport à ces types de besoins, qui plus est en laissant en revanche de vastes incertitudes juridiques et techniques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le point que vous soulevez d'ailleurs méritera que la Commission regarde si on n'est pas sous l'article 40. Parce que la doctrine de la Commission que Jean-Luc Warsmann appliquait, que j'ai reconduit jusqu'à présent, est de faire en sorte que justement les textes qui viennent en séance ne connaissent pas en séance la difficulté. Et donc du coup, je saisirai moi Gilles Carrez, le président de la Commission des finances, pour s'assurer de la compatibilité de son inscription en séance. Monsieur Bompard. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en tant que maire, je trouve que cette proposition est intéressante. Elle est intéressante, mais son côté de non-obligation lui enlève une partie importante de son intérêt. Nous sommes le pays champion du monde pour la redistribution sociale. Cette redistribution sociale, elle est entachée par des escroqueries au social, ce qui est bien normal, et il est bien évident que s'il y avait un registre de la population communale, ça serait un argument de lutte contre cette escroquerie. Bien sûr, sort l'argument des libertés, mais il est vrai que trop de liberté tue la liberté, et que la liberté du truand détruit la liberté de l'honnête gens. Donc, c'est un pas qui va dans la bonne direction, mais qui ne va pas assez loin. Et j'ai bien peur qu'en l'état, cela ne serve à rien, si ce n'est à faire dépenser un petit peu d'argent en plus dans nos collectivités locales qui ne manquent pas de dépenses inutiles avec tous les règlements qui nous pèsent dessus et dont l'élagage ne progresse pas. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais apporter à l'eau de ce dossier. Merci beaucoup, Monsieur le député Daniel Gibbs. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, sans aucune surprise, je vais féliciter notre collègue pour cette proposition de loi, pour laquelle je suis bien évidemment favorable. Mais je voudrais dire que si cette mesure, Monsieur le Président, est importante pour l'Hexagone, le sujet est peut-être plus sensible encore pour les Outre-mer. Et je suis désolé que ma collègue qui est intervenue tout à l'heure n'ait vu qu'un aspect de la chose et pas un aspect plus élargi. Parce que les Outre-mer sont souvent oubliés, mais la problématique de l'adressage est un véritable casse-tête chez nous, et le recensement, dans ce sens-là, est inefficace. Donc ça pourrait être une partie de la solution à notre casse-tête. Et si je dois prendre l'exemple de Saint-Martin, et vous le verrez certainement, Monsieur le Président, si vous avez la possibilité de vous y rendre, les adresses, les boîtes postales, pour la petite boutade,
sont nombreuses sur les arbres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais plus c'est... Oui, il y a un autre problème. Il y a un autre problème chez nous, c'est que nous sommes une frontière ouverte entre la partie hollandaise et la partie française, qu'il y a des résidents côté hollandais qui viennent inscrire leurs enfants côté français. Donc il y a cette problématique qui pourrait être réglée au travers de ce projet de loi. Donc pour répondre à la collègue qui est intervenue tout à l'heure, et qui voyait une inefficacité dans cette loi. Nous, en tous les cas, nous y voyons une efficacité à répondre, notamment dans un cadre législatif plus clair que ce que nous avons aujourd'hui comme proposition. Donc voilà, et puis évidemment, je ne reviendrai pas sur les termes et les propos de Philippe Gosselin concernant le nettoyage des listes électorales aujourd'hui, qui chez nous sont aussi des problématiques dans ce sens-là, et puis sur des autres points qui ont été développés. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur Fourage. Monsieur le Président, mes chers collègues, oui. Quand je regarde cette loi, cette proposition de loi, je me pose la question véritablement de l'intérêt de faire une telle proposition de loi aujourd'hui. Quand on regarde les dispositions en vigueur, on regarde qu'il y a une certaine souplesse. Il y a une possibilité de déclaration à la mairie qui est faite aujourd'hui, et puis après, il y a une intention et il y a une preuve qui peut être opérée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on voit bien que derrière, il y a des notions, alors certes très pures, de connaissance, d'avoir une approche plus fine de la population, mais il y a aussi, et ça vient d'être dit un peu plus loin, il y a aussi des intentions qui peuvent être malignes, pour ne pas dire autre chose, de contrôle de population et d'aller contre un certain nombre de principes républicains. Donc sur le principe, cette loi n'apporte, à mon sens, pas grand-chose à notre droit aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Premièrement, le régime actuel est souple. Il permet de faire cette déclaration. Le régime tel qu'il nous est proposé aujourd'hui apporte-t-il quelque chose de supplémentaire? Non, à partir du moment où il n'y a pas de sanction. Donc l'effectivité de la règle de droit n'est pas du tout, j'allais dire, probante. Ce qui veut dire que de toute façon, on ne sait pas sanctionner dans le cas de figure. Donc je ne vois pas l'intérêt qu'il pourrait y avoir à faire un régime de déclaration obligatoire. Et puis, dans cette proposition de loi, il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment l'obligation qui est faite à nos concitoyens, dans les 3 ans de la mise en œuvre éventuelle, d'aller se déclarer à la mairie. On voit bien aujourd'hui, et j'ai entendu les questions sur les listes électorales, on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de nos concitoyens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Eh bien, quid de ceux qui n'iront pas faire cette inscription à la mairie? Et sachant que ce récépissé sera, je veux dire, le sésame pour un certain nombre de choses. Ça pose un véritable problème. Puis il y a une autre question qui se pose, c'est imaginons que dans une mairie, on refuse cette déclaration. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La loi n'y répond pas. Et donc, ça pose une vraie question. C'est une vraie question. Oui, mais c'est une vraie question. Et quand on voit certaines possibilités de certaines municipalités, moi, ça me fait peur au regard des libertés publiques et de la capacité de respecter les règles républicaines. Enfin, il est évoqué la question des dotations. Il est toujours possible pour une municipalité de demander une analyse de sa DGF. C'est toujours faisable. Donc autant le faire comme ça. Et puis, je trouve que quand on regarde cette question des dotations, la planification des investissements, ça laisserait supposer que nos élus communaux ne connaissent pas les populations, ne connaissent pas leur territoire. Je crois que là-dessus, il faut être... c'est un peu le marteau qui veut écraser une mouche et qu'il faut rester relativement serein sur cette question. Enfin, pour terminer, ça suppose et ça pose une vraie question pour les mairies. Pour les mairies. Cette déclaration en mairie va avoir un surcroît de travail énorme pour les services d'état civil. Je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif
premier de cette proposition de loi qui, en fait et en réalité, n'est pas un choc de simplification, comme Madame le rapporteur l'a dit, mais plutôt un choc de complication pour nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur Collard. Oui, monsieur le président, une simple observation. Jusqu'à quand va-t-on fatiguer les textes pour rien? Voilà. Encore un texte, une proposition de loi qui n'est accompagnée d'aucune sanction. Et on use comme ça la législation, les textes, en complexifiant la vie. Et il va arriver un moment donné où les textes n'auront plus aucun sens. Plus aucun. Et ça, c'est du point de vue de la philosophie du droit quelque chose de très grave. Parce que ça signe la décadence de l'écrit judiciaire, de l'écrit législatif. Simple observation. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, si vous voulez répondre aux différents collègues. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc effectivement, je rappelle que ce dispositif existe déjà dans un certain nombre de pays et qui ne pose pas de difficultés majeures. Qu'effectivement, j'ai bien entendu les inquiétudes qui ont pu être soulevées et les interrogations relatives aux difficultés d'application. Je rappelle que l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir un fichier national. On reste sur un fichier communal avec des interconnexions et une mise à jour régulière, parce qu'on sait bien qu'un fichier qui n'est pas à jour n'a aucun intérêt, et que tout ça est bien sûr fait dans le respect des conditions énoncées par la CNIL. On a eu l'occasion de les auditionner. On sait qu'effectivement, que dès qu'on touche à la question des fichiers, c'est sensible, mais effectivement, il y a un contrôle qui est effectué par la CNIL. Donc c'est l'idée, en tout cas, de ce fichier, c'est d'être un outil. Les finalités, effectivement, c'est un des critères qui est prévu par la CNIL. Ces finalités sont précisées dans le cadre de l'amendement CL3, qui donc précise que le registre sert à des objectifs d'intérêt général, et on les a cités de façon précise, justement pour répondre à cette question. S'agissant aussi des inquiétudes par rapport au risque de cette proposition de loi de tomber sous le coup de l'article 40, nous avons consulté à titre officieux la commission des affaires financières, et que les coûts de gestion liés à cette proposition de loi ne risquent pas, en tout cas, de la faire tomber justement sous le coup de cet article 40. Donc pour le coup, justement, il n'y a pas de risque en la matière. Sur le fait, entre guillemets, sur l'ambiguïté où il n'y a pas d'obligation, l'obligation, quelque part, elle est rendue du fait du récépissé, parce que si vous n'obtenez pas ce récépissé, ça vous prive d'un certain nombre de démarches administratives. Vous ne pourrez pas inscrire vos enfants à l'école, vous ne pourrez pas inscrire vos enfants à la crèche. Donc, quelque part, même s'il n'y a pas une obligation qui est pénale ou une contravention, avec ce récépissé, vous avez quand même l'obligation, en tout cas, de faire cette démarche. Mon collègue de l'Outre-mer, Gibbs, a effectivement parlé de la difficulté particulière en Outre-mer. Je le remercie et je suis prête à venir faire un déplacement sur place s'il m'y invite. Le collègue, là, Monsieur Fourage, qui est parti, a effectivement... Ah, il est là, pardon, je ne vous ai pas vu, vous avez reculé, excusez-moi. Vous êtes rapproché, pardon. Alors, vous avez parlé d'intentions malignes. Par rapport à ce contrôle de la population, effectivement, c'est toujours le risque sous-jacent qui peut être évoqué, parce qu'effectivement, encore une fois, dès qu'on parle des fichiers en France, on pense à notre histoire. Là, l'idée, encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas de détournement, justement, de ces fichiers. Et là, on a prévu des sanctions si, par exemple, le personnel communal détournait l'utilisation de ces fichiers. Donc là, il y a effectivement un verrou qui est prévu dans cette proposition de loi. Et je note quelque part un paradoxe aussi dans votre déclaration, puisque vous en appelez aux grands principes républicains, et par ailleurs, vous demandez une sanction pour l'application de cette proposition de loi si la déclaration n'est pas faite. Pour revenir aussi sur l'intérêt de cette proposition de loi, c'est qu'effectivement, cela permettrait d'avoir un état des lieux très précis de la population, et en matière d'investissement, par exemple en connaissant les tranches d'âge, de savoir que si on a un certain nombre d'enfants en bas âge, ça nécessitera la construction d'une crèche, d'une école. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un outil qui permette justement de mieux appréhender ces investissements. Voilà quelques éléments de réponse que je pouvais vous donner.
Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Nous pouvons donc passer à l'étude des deux amendements, je crois des trois amendements que vous avez déposés sur le premier article. Et donc, vous avez la parole pour présenter le premier. Donc, l'article 1er vise effectivement le premier amendement vise à amender l'article 1er et à ajouter un alinéa. Donc, je cite, en ajoutant cette phrase, les avis de décès sont également transmis, le cas échéant, au service de la mairie où la personne était domiciliée, puisque pour garantir une bonne tenue des registres communaux, en fait, il est prévu qu'en cas de décès dans une commune autre que la commune de résidence, la mairie du lieu du décès informe la commune de domiciliation afin qu'elle puisse la radier de son registre communal. Merci beaucoup. Je ne vois pas de demande d'un... Si, Monsieur Le Bouillonnec. Je vous précise qu'il y a déjà l'obligation, elle existe déjà cette obligation. Lorsqu'il y a un décès dans une commune qui n'est pas la commune de domicile de la personne qui est décédée, l'état civil qui transcrit le décès informe la mairie de la personne qui est décédée. Donc c'est une disposition qui existe déjà dans la loi. C'est les mentions marginales. Je sens que M. Fourage veut compléter. Non, mais c'est les mentions marginales dans les registres d'état civil, tout simplement. C'est le registre d'état civil, c'est le registre d'état civil et c'est pas la domiciliation, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Oui. Je vous signaler avec le... Oui, la Je vous parole... précise que quand vous faites la déclaration de décès, vous devez dire le domicile de la personne qui est décédée, dont on transcrit l'acte de décès. Donc, comme il y a l'obligation de mentionner le domicile de la personne décédée, l'officier de l'état civil qui recueille l'acte de décès, qui établit l'acte de décès, transcrit cet acte ou fait la notification au maire de la commune dans lequel la personne décédée était censée être vivre, et ça figure dans un registre totalement spécial, qui est la transcription des décès, comme les actes d'état civil. S'il est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne les actes de naissance. Merci beaucoup. Il ne faut pas que les députés socialistes sortent avec leur téléphone parce que sinon ça soulève des espoirs parmi leur salle et donc ils sont inquiets après. Donc on traque le regard de celui qui rentre en se disant il y est ou il y est pas. Donc restez dans la salle, c'est agaçant comme tension. Oui, enfin voilà. Ouais, bien. Bon, Monsieur Gosselin. Oui, et effectivement, simplement pour souligner qu'en effet, les services d'état civil de la commune de naissance ou de décès adressent copie de l'acte à la commune de résidence des parents pour la naissance ou de décès pour celui qui est décédé, et que ça donne lieu dans un registre spécial à un acte de transcription ou de naissance, en effet, ou de décès. Et donc, je pense, tout en comprenant cet amendement, en l'insérant dans le nouveau dispositif, je pense qu'il y a peut-être redondance avec les textes existants. Mais il faut le voir comme s'intégrant dans le nouveau dispositif. Donc, c'est un amendement qui est peut-être nécessaire malgré tout. Donc, je confirme les propos de mon collègue, mais dans l'application... Bien, la commission me semble éclairée. Nous allons donc pouvoir passer sur le vote de ce CL1 proposé par la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est repoussé. Nous passons au CL2. Merci, Monsieur le Président. Donc là, le CL2 donc, vise à amender l'article 1er en complétant cet article par un alinéa 5 avec les mots suivants « ou tout transfert de domicile à l'étranger ». C'est également un amendement de cohérence et de précision. Pour éviter les doubles comptes, il convient de prévoir l'obligation pour les personnes qui s'expatrient de se faire radier de ce registre communal. Merci. Je le soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est repoussé. Le CL3 de Madame la rapporteure. Merci. Donc l'idée, effectivement, c'est d'insérer un nouvel alinéa après l'article 1er qui prévoit donc de manière explicite et précise les finalités pour lesquelles peuvent être utilisées les données recueillies dans les registres communaux, comme l'exigent les principes contenus dans la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978. Les données nominatives pourraient être utilisées que pour la fourniture de prestations et de services communaux par les services de la commune
ou par ceux de l'intercommunalité ou d'un prestataire de la commune ou de l'intercommunalité, après autorisation du conseil municipal. Une fois rendues anonymes, ces données pourraient être utilisées pour des usages statistiques, pour déterminer la population légale, ainsi que pour permettre d'optimiser l'organisation et la planification des investissements locaux. Et en application de l'alinéa 11, les conditions de mise en œuvre de ces exploitations de données devraient être précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL. Merci beaucoup. Je le soumets au vote de la commission. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Je soumets l'article 1er au vote de la commission. Qui est pour? Qui est contre? L'article 1er est rejeté. J'imagine que par parallélisme, les 6 articles qui suivent vont connaître le même sort. Et donc l'ensemble de la proposition est rejeté par la commission des lois, ce qui n'empêchera pas l'Assemblée d'en débattre lors de l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Madame la rapporteure, ça n'enlève rien au mérite que vous avez eu de la défendre. Merci beaucoup.